Salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Le Made in France s'invite dans votre salle de bain avec un savoir-faire, celui des artisans brossiers. Brosse à cheveux, à ongles, à barbe, ça va décoiffer. Si ça brille, que les pierres sont précieuses et les formes excentriques, c'est sûrement que la joaillière Lydia Corteil n'est pas loin. Paris est un village et Saint-Germain illustre bien cet esprit. Longtemps réservé à l'élite littéraire, aujourd'hui il regorge d'adresses chargées d'histoire. Le tricotin n'est pas qu'un jouet pour enfants, il donne naissance à de superbes bijoux une fois mis dans les mains de Rose Morand. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Entre deux porte-clés rapportés de classe verte par votre progéniture, gardez une petite place pour Use It. Ce petit jeton blanc est bien plus qu'un bout de plastique. En un clic, vous pouvez y enregistrer vos pensées du jour, mais aussi un bout de chanson dont vous ne connaissez pas le nom ou l'adresse du nouveau café à la mode dont on vient de vous parler, plus révolutionnaire que les post-it. Si vous vous promenez aux alentours de Saint-Malo, ne soyez pas surpris de croiser sur votre chemin des drôles de chimères sculptées à Même-la-Roche. Même si on aimerait croire à une manifestation extraterrestre, c'est en réalité l'œuvre de l'abbé Fauré qui, à la fin du 19e siècle, se mit à graver frénétiquement les rochers bretons voués à être lentement dévorés par la mer. On a eu du flair et on vous a déniché Né, le premier bimensuel dédié aux odeurs. La revue décrypte avec des spécialistes en tout genre les odeurs de notre enfance, celles qui nous entourent, qu'on aime ou qu'on déteste. Un voyage olfactif intrigant, escorté par des graphismes audacieux à retrouver dans les kiosques. Nous, on est déjà abonnés. Aussi régressif qu'un bâtonnet planté dans un petit Suisse glacé, les glaces M-Ki Pop ont comme un goût d'enfance délicieusement régressif. Préparées avec 75% de fruits de saison sélectionnés chez des producteurs locaux et assemblés à des herbes aromatiques, ça donne envie d'être en été. Après avoir sillonné les rues de Marseille sur leur triporteur, ils ont posé leur glacière. Au cœur de l'Oise et depuis 1875, un savoir-faire perdure, celui des artisans brossiers. Ici, tout est fait à la main et dans le plus grand respect de la tradition, mais aussi de nos cheveux. Ronde pour le brushing, plate pour le lissage, petite pour les ongles. On l'utilise le soir et le matin et c'est un indispensable pour la barbe ou la chevelure. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la brosse bien sûr. Et comment ne pas parler de cet ustensile sans passer par cette entreprise située dans le nord de la France où l'on fabrique des brosses à cheveux depuis 142 ans. En fait, on est au cœur de la vallée du Terrain, là où toutes les brosseries ont commencé à s'implanter au 19e siècle. On avait besoin d'eau pour blanchir et nettoyer les soies de sanglier, et puis également pour faire fonctionner les tours. Et donc nous étions 80 brossiers tout au long de cette période riche pour le département. 80 brossiers qui embauchaient des milliers de salariés. 142 ans plus tard, les brossiers ne sont plus que 3 dans la région, mais le savoir-faire et les gestes n'ont pas changé. Alors, comment sont fabriquées ces brosses à cheveux? Pour le savoir, direction la menuiserie. Une brosse à cheveux, c'est une planche de bois dans laquelle nous allons débiter un carrelet. Et ensuite, nous allons, dans ce carrelet, définir la forme, la taille, la dimension de la brosse que nous voulons obtenir. Pour fabriquer les manches de ces brosses, les menuisiers travaillent des bois tels que le chêne, l'olivier et des essences plus rares comme l'ébène de Macassar pour les brosses les plus prestigieuses. Et ces essences ne sont pas choisies par hasard. Alors, ce qui est important pour une brosse à cheveux qui va être appelée à être utilisée de très nombreuses fois, des milliers de fois, il est important que le bois soit résistant, imputrescible, mais en même temps suffisamment tendre, dur à la fois, mais en même temps tendre, pour qu'on puisse façonner dans ce bois la forme qu'on voudra obtenir. Suivant la forme de la brosse à cheveux, on y intègre des pneumatiques, cette couche de caoutchouc dans laquelle la machine implante des poils de sanglier. Mais ce qui fait le renom du brossier, c'est l'empoilage à la main. Pour ce faire, le manche est percé, contre-percé, puis chaque picot de poil est cousu à la main au fil de pêche. Le travail à la main, d'abord, c'est la maîtrise et
la conservation d'un savoir-faire ancestral. Auparavant, les brosses étaient montées comme celle-ci, y compris des brosses à dents, des brosses à vêtements. Donc aujourd'hui, nous sommes les derniers à maîtriser ce savoir-faire, et ce qui permet de travailler des matériaux différents de ceux qu'on peut travailler mécaniquement. Par exemple, le plexiglas, des bois très durs comme les bennes de Macassar que nous avons vues à la menuiserie. Et puis d'utiliser pour l'implantation des poêles, d'utiliser des poêles qui sont encore plus durs que ce qu'on utilise pour le montage mécanique. Et la qualité d'une brosse à cheveux se remarque aussi par les poils. Oui, oui, ici, toutes les brosses sont en poils de sanglier. Donc là, vous avez typiquement une botte de poils de sanglier, on va dire à l'état brut. Et ce qu'on utilise, nous, et c'est ce qui fait notre force, et la qualité de nos produits, c'est qu'on va utiliser la racine de sanglier, donc la base vraiment du poil de sanglier. Cette partie-là étant coupée et non utilisée, certains fabricants vont quand même l'utiliser, mais vous obtenez des brosses qui sont plus molles, moins efficaces. On utilise donc la racine de sanglier et la partie centrale. Et ne sous-estimez pas ses vertus. Certes, c'est un petit poil pour l'homme, mais un grand poil pour votre chevelure. Alors la force du poil de sanglier, au-delà de sa dureté justement, c'est que le poil de sanglier est composé exclusivement de kératine, comme le cheveu. La kératine est l'un des composants du cheveu, donc quand vous avez kératine sur kératine, ça neutralise l'électricité statique qui pourrait être opérée au moment du brossage du cheveu. Des brosses made in France et surtout au poil pour vos cheveux, nous, on adore. La marraine, la fée de la joaillerie, c'est Lydia Corteil et ses créations enchanteresses qui invitent au voyage et à la rêverie. Des pierres de tous horizons qui font tourner les têtes. Flamboyants et décalés, les bijoux de Lydia Corteil côtoient l'onirique et le gothique. Mieux qu'une carte postale, ces collections vous plongent immédiatement dans un univers poétique et étrange. Avec ses bijoux, la créatrice se veut marchande de rêves. C'est dans son boudoir parisien que Lydia nous a donné rendez-vous pour nous raconter ses histoires. Passionnée de pierre depuis toujours, elle a eu plusieurs vies avant d'en faire son quotidien. J'ai passé un diplôme de biochimie et j'ai travaillé dans un centre de recherche d'enzymologie au départ. Ensuite, j'ai travaillé à René-Huguenin, qui était un centre anticancéreux. Et là, j'ai travaillé au laboratoire d'anatomopathologie. Et j'ai travaillé aussi sur les squelettes, vous voyez, bon, tout ce qui est aussi visible dans mes créations. Vous l'aurez compris, rien dans la vie de Lydia n'arrive par hasard. Une rencontre précipite son destin. J'achète une montre, une toute petite montre en diamant, vraiment assez modeste d'ailleurs. En fait, cette montre est tombée en panne plusieurs fois, a été réparée, tombée en panne plusieurs fois. J'ai dû retourner plusieurs fois à la boutique. Et un jour, je me suis trouvée assise là, chez cet antiquaire, qui m'a demandé de faire attention, de renseigner des gens. Il était un peu débordé. Je venais pour chercher ma montre, mais comme j'étais venue 4 ou 5 fois, on avait sympathisé. Et c'est là qu'il s'est rendu compte, il me dit « mais vous connaissez très bien les pierres ». Il m'a dit « mais pourquoi vous ne venez pas travailler avec moi ?» Lydia n'hésite pas une seule seconde, elle délaisse les laboratoires pour rejoindre cet antiquaire. J'avais quand même un enfant et ça vraiment c'était risqué. Mais je ne m'en rendais pas compte, vous savez, c'est même pas du courage, c'est de... À un moment, vous savez, je crois qu'il faut dans la vie saisir, il y a des mains tendues. Il y a des choses qui peuvent faire basculer votre destin, il faut les voir. Et ne pas avoir peur. Quelques années plus tard, Lydia ouvre sa boutique de bijoux anciens et ose créer ses propres collections. De son enfance, de ses rencontres et de ses expériences, la créatrice a nourri un univers hors du commun. La rareté des gemmes se marie subtilement à l'exubérance de ses créations. Pour moi, un bijou discret, ça sert à rien, non? À quoi ça sert de porter un bijou s'il faut qu'il soit discret? Autant ne pas en mettre. Et je reproche un peu à beaucoup de créations de haute joaillerie d'être inertes. Il n'y a pas d'âme. Moi, je crois que si on reconnaît mes bijoux, c'est parce qu'on sait que vu
il y aura toujours quelque chose qui va dire il y a peut-être un peu plus d'audace et j'ai pas peur de faire trop gros, j'ai pas peur de faire des choses qu'il faut pas faire, vous voyez. C'est au sous-sol de sa boutique que Lydia remplit ses carnets de croquis. Chasseuse de pierres, elle s'inspire en général des gemmes qu'elle trouve pour écrire une histoire. J'accumule un certain nombre de pierres et quand j'ai assez, je pense à ce que ça suscite en moi comme réflexion, comme souvenir et j'essaye de faire coller à la couleur et la matière une histoire. Mais il faut que ça se fasse naturellement, c'est-à-dire que si je me force, c'est pas bon. Que ça vienne comme ça, par un coup de baguette magique. Et en général, c'est comme ça que ça vient. Sinon, je range ma collection de pierres jusqu'à temps que la magie opère. Il arrive aussi que la magie naisse au cours de ses voyages. C'est vraiment quelque chose qui était tellement en moi qu'il fallait que je le recrache d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que j'avais vu. Je leur fasse profiter un peu d'autres personnes et aussi leur donner envie de voir ce que j'ai vu. De Pékin à Istanbul, des dunes du Sahara aux profondeurs des océans, Lydia raconte le monde tel qu'elle le ressent. C'est la collection Reine de Saba. Et le serpent est très présent dans les pièces africaines. Ça, c'est le côté africain de l'Éthiopie, en fait, que j'ai voulu souligner. Là, vous avez le dessin d'origine et là, la pièce finale, constituée de péridot, de grenat favorite et des saphirs jaunes. Prochain rêve pour Lydia, une collection blanche pour écrire une nouvelle page, tout en diamant. Bonjour Lydia, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous dans un univers qui vous correspond bien, avec des pierres, avec des couleurs. C'est joyeux. Puis votre première pièce c'était inspirée d'un poudrier de René Boivin, Oui, tout à fait. qui était un poudrier un peu matelassé. Vous avez créé une bague qui était inspirée donc de Chesterfield, j'appelais Ouais. Chesterfield. Et je ne l'ai jamais vendue au départ. Enfin, au départ, j'en ai vendu une ou deux. Et puis, je me suis rendu compte quand même que mon atelier avait vendu le dessin à une grande maison de la place Vendôme. Mais j'ai quand même laissé de côté toute cette histoire de création. Pendant 10 ans, je n'ai rien fait. Enfin, j'en faisais une de temps en temps, que je ne vendais pas d'ailleurs, toujours pas. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens dans la fabrication. Et là, j'ai commencé à me rendre compte à nouveau que les quelques pièces que j'avais faites étaient à nouveau copiées. Donc j'ai dit, mais quelle merveille, il est temps, au lieu de vous installer. m'énerver, je me suis dit qu'il fallait que je tire le bon côté, le bon parti de... si j'étais copiée, c'est que j'avais quelque chose à dire. Donc cet amour pour les pierres et les bijoux vintage et vos propres créations, ça vous a jamais quitté. Vous avez toujours maintenu les deux. J'arrive pas à couper cordon ombilical du bijou vintage. J'en ai acheté 7000 pièces dans ma vie. Pour créer, il faut déjà engranger. Il faut d'abord apprendre pour pouvoir redonner. Et la création n'est que dans la façon qu'on a de recracher, entre guillemets, Ce qu'on a vu. ce qu'on a engrangé. Alors vous l'avez dit, vous vous inspirez énormément dans les musées, mais aussi les voyages. Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a particulièrement marqué, par exemple celui en Éthiopie? Oui, parce que l'Éthiopie, en fait... Vous êtes restée longtemps. Je suis restée, vraiment, je suis tombée amoureuse de ce pays, parce qu'il y a tellement de choses en Éthiopie, tellement de choses insoupçonnées. Vous avez la religion, vous avez les églises souterraines des premiers chrétiens, vous avez toutes les tribus africaines extraordinaires, vous avez la végétation, tout est beau là-bas. C'est vraiment un pays, ça a encore gardé. On a vraiment l'impression, quand on va en Éthiopie, qu'on est on rentre dans un autre monde. Vous avez aussi une grande et belle histoire avec la mode, Lydia. La mode s'inspire chez vous et vous peut-être parfois Bien aussi sûr. chez eux. Comment ça se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que les créateurs, quand ils ont besoin, par exemple, une fois j'ai eu une collaboration avec Prada, ils sont venus à la boutique, ils ont cherché ce qu'ils aimaient et ils ont fait une présentation avec mes bijoux. Ça se fait comme ça, en fait. Je ne fais pas de ligne pour
pour ces maisons. Ils viennent, ils piochent, ils regardent et puis s'en vont. Et quand on vient chez vous, en fait, le client, il a vraiment une pièce unique que personne d'autre ne portera? Alors, à 90%, oui. Il m'arrive quand, moi, de toute façon, je n'aime pas refaire les choses. Quand je refais quelque chose, c'est quelqu'un qui aura vu une photo et qui va me demander de lui refaire. Mais si je lui refais, de toute façon, ce ne sera jamais 2 fois la même. Parce que je n'aime pas ça. Je trouve que les gens, ce qu'ils viennent chercher chez moi, c'est beaucoup la pièce unique. En fait. Et quelle était la commande la plus exubérante, la plus exceptionnelle que vous avez jamais eue? Alors, je me suis lancée dans l'idée que la bague de fiançailles n'est pas forcément un diamant avec un petit rang de diamant autour. Et je me souviens, une fois, j'avais acheté un serpent qui mangeait un rat, et je l'ai vendu, une souris, je l'ai vendu comme bague de fiançailles. Oui, vous avez beaucoup d'humour. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Lydia. Merci. À Paris, dans le quartier de Saint-Germain, pas la peine d'être un illustre philosophe pour s'asseoir à la terrasse du Café de Flore ou arpenter ses rues, découverte pour les écrivains en mal d'inspiration. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré chaque coin du quartier Saint-Germain-des-Prés. Amateurs d'art et de littérature, vous y trouverez forcément votre bonheur. Notre balade dans Saint-Germain commence sur les bords de Seine. Pour atteindre le quartier, il suffit de traverser le pont des Arts. Sur les quais, les bouquinistes exposent leurs livres, leurs photos, autant de trésors du passé. L'Institut de France joue son rôle de protecteur. Sa célèbre coupole y abrite notamment l'Académie des Belles Lettres ou encore l'Académie des Beaux-Arts. Se promener dans Saint-Germain, c'est profiter d'une balade tout en poésie. Vous pourriez y rencontrer Voltaire et ses compères. Vous pourriez encore voir danser des lettres au milieu de toutes ces librairies qui vivent les unes à côté des autres. Pas étonnant que le quartier soit devenu le haut lieu de la littérature parisienne. Les célèbres écrivains et poètes du monde entier se sont croisés dans ces rues. À travers les époques, les artistes ont fait de Saint-Germain leur quartier, avec leurs petites habitudes. Partons désormais découvrir le Café de Flore, une institution incontournable depuis son ouverture en 1887. C'est Apollinaire qui a initié cette tradition au début des années 1900. Ce café est devenu son bureau. Il a beaucoup fait de rendez-vous ici avec André Breton, Aragon. Le surréalisme est né à ce moment-là. C'est même ici que Francis Picabia, qui est un des chantres du dadaïsme, qui arrivait de Suisse, a rencontré André Breton, et c'est Apollinaire qui les a fait se rencontrer. Avec des clients comme Sartre ou Simone de Beauvoir, le café a tout naturellement créé son prix littéraire en 1994. Au tout début, c'était un premier roman, mais premier roman, c'est trop réducteur en fait. Donc, en fait, c'est un jeune auteur au talent prometteur, mais qui doit être caractérisé par une forme d'insolence, de liberté. Oui, c'est ça. Il doit être libre et définitivement en corrélation avec son temps. Une fois votre café terminé, difficile de passer à côté du théâtre de l'Odéon. Surplombant le quartier, le bâtiment veille sur ses habitants depuis 1782. C'est le plus vieux théâtre de Paris. Il a été conçu à l'époque pour recevoir les comédiens du roi. Témoin de 3 siècles d'histoire, d'insurrection et de révolution, l'Odéon s'est transformé au gré des époques. De Racine à Nathalie Sarraute, en passant par Beckett, les plus grands ont laissé un peu de leur âme dans ce théâtre. Le théâtre, c'est une histoire de fantômes. On est tout le temps hanté par les fantômes des acteurs qui sont passés sur ces scènes, de ces grands metteurs en scène. Je ne me lasse pas d'être ému, d'être dans cette salle. Je me souviens de spectacles où j'étais assis là ou tout là-haut.
Je suis aujourd'hui très fier et très heureux d'accompagner une petite page de l'histoire de ce théâtre. Appelé initialement Théâtre de France, l'établissement deviendra en 1990 le Théâtre de l'Europe. À cette époque, l'Odéon voulait être au carrefour d'une identité culturelle commune. Quelques années plus tard, les projets dépassent le vieux continent. Mon projet artistique, c'est d'abord de développer encore cette dimension européenne, notamment en accueillant toute une nouvelle génération d'artistes qui ne sont jamais venus encore dans ce théâtre. Je dirais un renouvellement générationnel, mais pas seulement dans le contexte français. On a plusieurs artistes associés. On a 2 artistes français et 2 artistes étrangers qui sont associés. Les artistes étrangers, c'est un Australien et une Brésilienne. Donc on voit que c'est un théâtre de l'Europe qui s'est élargi au reste du monde. Vous l'aurez compris, le quartier respire l'art et la culture. Alors si vous venez à Saint-Germain, n'oubliez pas votre carnet, vous pourriez y rencontrer l'inspiration. Un point par-dessus, un point par-dessous, Rose Morand et son tricotin nous montrent que ce passe-temps n'est pas réservé qu'aux personnes du 3e âge avec sa marque de bijoux Rhizome. Le tricotin, ça vous dit quelque chose? C'est ce petit appareil avec des crochets qui permet de fabriquer des tubes de maille dont l'usage remonte à au moins 2 millénaires. C'est la base du travail de Rose Morand, artiste textile qui part de cette technique simple pour créer des accessoires élégants et des œuvres ambitieuses. J'avais dans l'idée de faire un projet autour de la maille et notamment de l'enroulement et de l'accumulation. Et là, j'ai eu l'idée de créer Rhizome. Rhizome, comme les tiges horizontales de certains végétaux, à la manière desquels Rose entrelace ses fils colorés. Formée en art textile à Olivier de Serres, brodeuse un temps à Madagascar, Rose est passée par Kenzo avant de revenir à ce projet autour de la maille qui l'a toujours démangé. J'utilise vraiment le tricotin comme une sorte de contrainte que je m'impose. Donc c'est une technique que j'utilise à chaque fois pour mes créations. Et ensuite, j'essaye de l'emmener plus loin et de l'ennoblir, de la retravailler d'une façon contemporaine. Je la retravaille au crochet avec de la broderie. J'apporte des éléments métalliques ou en bois. Ça m'étonne toujours de voir la richesse et le potentiel qu'il y a dans une technique qui est assez simple au final. Adepte de voyage et attachée aux différents savoir-faire textiles, Rose tricote à partir d'une technique ancienne, un univers très contemporain. En textile, il y a des richesses dans le monde, que ce soit les broderies au Vietnam ou les colliers Maasai avec les perles. J'intègre ça au niveau des couleurs et j'essaye de créer mes propres codes avec tout ça. Et puis je regarde toujours beaucoup ce qui se fait dans la mode, la haute couture, au niveau des techniques, de l'aspect des textiles. Pour sa nouvelle collection, elle est partie d'abord d'une recherche sur les couleurs, inspirée de celles du jardin Majorelle de Marrakech. Avant de se lancer, elle cherche, teste forme et association chromatique. J'ai toujours une phase d'un peu de recherche dessin, mais qui est assez faible comparée à la technique directement avec la matière. Parce que j'aime beaucoup le rapport à la matière et je trouve que c'est important de la voir réagir tout de suite et de voir si la forme va fonctionner. La première étape, toujours, c'est de préparer ses tubes de maille. Je suis en train de produire les métrages que j'utilise dans mes bijoux. Donc là, les crochets tournent et ensuite on a la matière comme ça qui descend en dessous. Puis, à partir de là, Rose coud, brode, travaille la maille, mélange techniques et matières pour élaborer ses formes et motifs. Je suis en train de tester un point en broderie et c'est aussi pour voir le rapport du contraste du bleu et du noir, voir si je peux avoir un effet intéressant. C'est toujours une surprise de voir comment les fils réagissent entre eux et de voir le rapport graphique qu'on obtient en associant des couleurs et des types de points. Je suis en train de crocheter ma base en tricot, donc je tricote 2 fois, si on peut dire. C'est pour avoir vraiment cette idée d'opulence de matière et de volume comme ça. Ainsi, elle propose des pièces uniques en leur genre, entre parures, bijoux et accessoires. Oui, justement, comment appeler ça?
Je l'ai défini d'accessoires en maille, mais j'aime beaucoup l'idée de parure parce qu'il y a aussi une idée de prestance et de tenue, de port de tête qui découle de ce terme-là. J'aime bien l'idée d'avoir une tenue assez simple, d'avoir une pièce signature et un collier qui tout de suite change le look et l'emmène ailleurs. Bien décidée à expérimenter et à pousser cette technique toujours plus loin, Rose crée aussi des pièces plus imposantes et sculpturales. Donc là, j'utilise vraiment le fil tricoté comme un trait graphique, comme un trait de dessin, et ensuite je faisais ma composition comme ça. On m'a déjà dit que ça faisait penser aux peintures aborigènes ou ce genre de fresques. Tapisserie graphique ou parures uniques, grâce à Rhizome, la maille a de nouveau la cote. La version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!